Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Voix de la Veille, aujourd'hui consacré non pas aux agrégateurs de comptes bancaires, désolé, ce sera pour une prochaine émission, mais à l'évolution des environnements de travail. Aujourd'hui, je suis avec Noël. Bonjour Noël. Bonjour. Et avec Colline. Bonjour. Donc moi je me présente puisque je n'étais pas au dernier podcast, donc je suis responsable RH donc pour intervenir également sur cet épisode. Et Noël, pour rappel, donc tu es architecte DevOps. C'est ça. Nous allons donc parler de l'évolution des environnements de travail, et pas uniquement de l'évolution du poste de travail, même si on va en parler, mais aussi de l'évolution de la manière de travailler, de l'évolution de l'espace de travail et des relations humaines au travail. Nous conclurons par un petit tour de questions-réponses. Est-ce que ça va à tout le monde ? Très bien. Et ben c'est parti pour ce deuxième numéro des Voix de la Veille. Jingle ! Alors Noël, est-ce que tu pourrais travailler avec le poste de travail il y a 10 ans ? Clairement pas. Je pense qu'avec un travail d'informaticien et de programmation, d'architecture, etc., le poste de travail d'il y a 10 ans, je ne peux pas m'en servir. Déjà parce que tous les outils ont évolué. En plus, ils ne tourneraient pas sur le poste aujourd'hui. Et entre nous, mon poste d'il y a 10 ans, c'était un poste sous Windows XP, c'était un poste pas adapté à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors en quoi est-ce qu'il a évolué ? Alors déjà la puissance matérielle a évolué, c'est la fameuse loi qui dit qu'on multiplie la puissance de calcul des processeurs, la quantité de RAM, la quantité de disques tous les ans. Bon, ça joue déjà un rôle assez important. Ensuite, le fait d'avoir un accès à 2 écrans par exemple pour un développeur, c'est assez important. Et il y a un autre exemple qui me vient directement en tête, c'est la taille des écrans justement. Puisque j'ai déjà vu des clients chez qui les web designers qui préparent les IHM web ont des écrans qui ne correspondent pas à ce que les clients vont avoir à la fin. Alors, donc là tu parles au niveau hardware et au niveau software. En quoi il a évolué aussi lui ? Tu parlais de Windows XP, donc il est migré vers Windows 7 comme toutes les grandes DS2I j'imagine. Ouais. Au niveau logiciel, sur la partie OS, ça a finalement peu bougé. Parce qu'on continue à travailler sous Windows. C'est du côté des serveurs que ça a beaucoup bougé. Quand on travaille maintenant beaucoup sur des serveurs Linux. Il n'y a plus beaucoup de serveurs Windows, en tout cas dans mon cadre à moi sur le monde Java. Par contre, du point de vue des outils, du coup, c'est beaucoup d'open source dans le monde Java. Je ne peux pas parler des gens qui font du .NET, des choses comme ça, parce que c'est un écosystème qui vit d'une manière différente, mais dans la partie open source, il y a beaucoup d'outils qui se sont améliorés. Les outils d'il y a 10 ans, c'était par exemple plutôt Eclipse. On n'avait pas encore complètement la fibre Maven, par exemple. Maintenant, tout le monde utilise soit Maven, soit Gradle pour faire du Java. C'est des outils qui ont acquis une grande maturité. Et puis ensuite, il y a les outils émergents. Aujourd'hui, beaucoup de monde travaille avec le JavaScript, tout ce qui est Node.js, NPM. Et là, c'est carrément de nouveaux outils qui sont en train d'arriver, qui du coup, eux, n'ont pas encore acquis cette maturité, qui sont en train de progresser comme ça. Alors la question à 1000 points, pourquoi ce poste de travail a évolué ? Alors le poste de travail a évolué, je pense que le facteur numéro 1, c'est ce que je viens de dire en dernier, c'est le web. On est passé en 10 ans d'applications en général avec des clients lourds, donc des interfaces graphiques sur lesquelles on va positionner des boutons et faire du clic bouton et des écrans, des choses comme ça, vers le web, les clients légers. Et ça a été une vraie révolution, notamment parce que en termes de technologie, ça a changé. On a arrêté d'utiliser des clients lourds, on a commencé à faire beaucoup plus de JavaScript, et là, c'est en pleine explosion. Et ça nécessite du coup des façons de travailler différentes. La façon de travailler, notamment pour faire du debugging avec un navigateur, n'est pas du tout la même que quand on a une interface graphique, un IDE pour aller faire ses points d'arrêt. Avec les outils qui arrivent sur les navigateurs web, on est un peu là sur une nouvelle gamme d'outils. Et je pense que les développeurs web, par exemple, n'ont plus la même façon de travailler que nous il y a 10 ans.
Et toi, Colline, de ton point de vue de RH, est-ce que tu as vu cette évolution du poste de travail? Hardware, software, pas plus software. Oui, plus software. Hardware, j'interviens pas sur cette partie-là. Après, ça peut être la partie hardware dans le cadre, moi, de mon rôle de responsable RH en SS2I, où on a des demandes des informaticiens, où ils vont rechercher sur les missions en assistance technique ou en régie, qui sont les deux termes pour les missions qui sont en prestation chez les clients, où là, vous allez avoir donc un certain nombre d'exigences sur un environnement hardware souhaité, donc soit sur de l'OS, sur tous les outils qui peuvent être utilisés, même entre surtout du Windows, du Linux, Linux, donc vous allez avoir des choix techniques, pareil sur les langages et les frameworks utilisés. Et sinon, nous, en tant que professionnels de la partie RH et des besoins qu'on peut avoir envers nos collaborateurs, ça a beaucoup changé puisqu'aujourd'hui on a besoin d'avoir un certain nombre de logiciels dans le cadre de notre métier. Donc rien que pour faire la saisie des temps des collaborateurs qui sont SS2I sur vos missions, donc d'avoir un certain nombre de logiciels qui vous permettent de vous faciliter la vie, depuis avoir à passer par des fichiers Excel. Et pareil sur tout ce qui va être lié au logiciel pour gérer les recrutements, au logiciel pour gérer la facturation. Finalement, aujourd'hui, on utilise au quotidien, rien que sur la direction d'une entreprise, entre 5 et 6 logiciels par jour différents. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui a aussi beaucoup changé par rapport aux dernières années. Du coup, si Colline parle de ces outils-là, moi, je veux bien rebondir là-dessus, parce que justement, c'est un point qu'on a en commun entre les développeurs et les gens qui travaillent dans la structure. C'est que un des points qui s'est énormément développé, c'est le cloud, les outils dans le cloud, sous forme de software as a service. Et notamment, j'ai vu la transition en 10 ans d'entreprises qui sont passées justement du fichier Excel, du serveur hébergé soi-même, au travail via soit le cloud Microsoft pour ceux qui sont restés sur les technos Microsoft, Outlook et compagnie, OneDrive, soit les technologies Google, donc ce qui est le cas chez nous, et où du coup, aussi bien pour la partie administrative que pour la partie code, on travaille dans le cloud avec GitHub, avec des outils qui sont sur la partie collaborative beaucoup plus efficaces comme ça. Ça permet de travailler notamment entre personnes qui sont sur différents sites. Je pense à Slack, je pense encore une fois à GitHub. Voilà, c'est des outils qui ont vraiment révolutionné la façon de travailler, notamment pour les SS2I, puisque du coup, les prestataires sont en général dans des lieux différents, et la collaboration passe par ces outils. Le poste de travail, du coup, est en partie déporté dans le cloud. On peut aussi parler de la mobilité, je pense, peut-être. Oui, il y a aussi toute la mouvance Bring Your Own Device, la téléphonie, le fait d'aujourd'hui pouvoir remplir notre compte-rendu d'activité sur le téléphone, plutôt que de saisir un fichier Excel, d'aller l'imprimer, de le prendre en photo et de le faxer. Voilà, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Noël, j'intercepte tout mot, collaboration. C'est une excellente transition vers la manière de travailler qui, elle aussi, a évolué. Et pour parler de ça, j'interroge Colline. Tout à fait. Donc aujourd'hui, moi, vis-à-vis de mon regard RH et notamment de l'évolution des demandes clients qu'on a sur les prestations informatiques sur Nantes, aujourd'hui, on a vu une évolution donc, sur les méthodes de travail où on a vu l'apparition donc, de la méthode agile qui est apparue il y a un petit peu, environ 10 ans sur le domaine français. Et ça s'est démocratisé il y a environ 3-4 ans sur Nantes. Aujourd'hui, c'est devenu la norme de travailler en agile, de pouvoir faire toutes les cérémonies dans le cadre de cette méthode agile. Donc ça devient indispensable que les développeurs et l'ensemble des acteurs de l'informatique aient déjà travaillé avec cette méthode. Après, on voit aussi une transformation sur Nantes depuis 1 an et demi, 2 ans, donc c'est tout récent, avec une arrivée du DevOps, notamment sur les grands groupes, où là on a de plus en plus de demandes donc sur l'intégration continue et l'automatisation des tests. Mais ça, je vais laisser la parole à Noël en tant qu'architecte DevOps pour pouvoir vous en parler plus en détail. Alors effectivement, ouais, le DevOps, je suis en plein dedans, et je peux confirmer que je sens, en tout cas, l'appétence aussi bien du point de vue RH, puisque je suis venu à Nantes directement avec un profil DevOps et j'ai senti cette appétence pour ce profil. Et en même temps,
chez le client, c'est-à-dire qu'on est sur des clients qui sont vraiment très intéressés, même si parfois ils découvrent et donc ils ont besoin qu'il y ait une partie conseil et pas juste réalisation technique. Mais en tout cas, le DevOps de ce point de vue-là, je pense que c'est en train de vraiment prendre racine. Après, sur l'agilité, si je peux revenir sur ce sujet-là, c'est un sujet effectivement qui est assez important. C'est une façon de travailler qui a vraiment bouleversé dans tous les sens du terme le travail des développeurs et des MOA, etc. Et qui n'a pas toujours été bien vécu, tout comme le DevOps aujourd'hui n'est pas forcément toujours bien vécu par les Ops, parce qu'il y a souvent un décalage entre la théorie et la pratique. Et tous les clients, tu parlais des cérémonies par exemple, il arrive que les clients confondent on va dire la partie adaptative des méthodes et de la culture agile et DevOps avec la partie vraiment processus de travail, méthodologie de travail. Parfois, ils ne veulent garder que la partie adaptation, réduction des coûts, ce qui est, enfin, en tout cas, augmentation des performances, ce qui est normal, mais ils ne prennent pas assez de recul pour prendre la méthodologie dans son ensemble. Est-ce que tu parles de coûts, mais du coup, c'est un impact direct sur pourquoi ces méthodes de travail ont évolué? Oui, déjà, je prends un exemple parce que j'étais au Devox France récemment et il y a eu une très bonne conférence de quelqu'un qui a fait du DevOps justement chez Criteo. On mettra le lien sur... Et cette personne expliquait que tous les ans chez eux, le nombre de serveurs faisait x2. Donc une belle exponentielle, et qui dit exponentielle dit on ne peut pas garder une méthode de travail ad vitam aeternam, il faut bien à un moment faire une transition pour être capable d'absorber en fait cette charge de travail supplémentaire avec une nouvelle façon de faire. On ne peut pas juste faire x2 sur le nombre de personnes qui travaillent parce qu'on a fait x2 sur le nombre de serveurs, c'est pas possible. C'est de là que vient DevOps. L'agilité vient d'un autre problème, un autre changement dans la manière de travailler, qui était le fait de pouvoir s'adapter aux besoins du client. Il y a en ce moment dans le mouvement agile, il y a c'est pas récent, mais c'est en train de revenir, les gens se le réapproprient, c'est la notion de complexe contre compliqué. En fait, complexe, c'est quelque chose qui, en fait, on maîtrise pas très bien les causes par rapport aux conséquences. On est obligé de travailler de manière très adaptative, de faire des allers-retours. Ça, c'est l'agilité. On est en train de vouloir s'adapter aux besoins du client et le client va dire ce qu'il veut, mais il n'est pas forcément sûr de ce qu'il veut. Il va falloir l'aider à accoucher de ses projets. Alors que sur le DevOps, on est sur une partie qui est compliquée parce qu'elle met en jeu des outils et une expertise. Mais les deux ont ça en commun d'avoir vraiment révolutionné la façon dont on travaille. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? L'agilité, le DevOps, Colline peut-être? Alors oui, donc je rebondis justement sur ce que vient de nous dire Noël, donc sur cette partie agile, et l'intérêt en fait de l'agilité, c'est d'éviter l'effet tunnel qu'on avait avec le cycle en V, où finalement on partait d'un besoin client, on va dire V1 au tout démarrage du projet, avec des spécifications, et il fallait faire tout le cycle en V et livrer le projet. Sauf qu'entre le démarrage et la livraison, le besoin client avait de grandes chances d'avoir changé. Non, c'est faux, il n'évolue jamais le besoin client, il est fixe dès le début. Il ne change jamais d'avis. Hashtag troll, pardon, excusez-moi. Vas-y. D'où le fait que quand les développeurs, vous avez de toute façon connu ça, livraient le produit, ça ne correspondait plus forcément au client, ou alors ils se rendaient compte que ce que vous aviez fait, les spécifications avaient été mal écrites, donc en fait il fallait presque tout refaire. Et c'est ce qui a été baptisé par la méthode agile, donc cet effet tunnel, de ne pas avoir l'aller-retour entre les équipes de développement et le client que nous permet d'avoir la méthode agile. Donc c'est vrai que ça c'est une vraie révolution d'avoir cette méthode-là. Et même si encore aujourd'hui, on a en effet la méthode agile qui s'est démocratisée sur Nantes depuis 3-4 ans,
Mais par contre, comme l'a dit Noël, il y a encore assez peu de clients qui font du full agile avec justement toutes les cérémonies et des périodes de sprint et ensuite des démonstrations aux clients à la fin des sprints. Donc ça reste encore assez rare sur les clients non tech. C'est du point de vue d'ancien développeur devenu architecte, je touche toujours au code, mais je suis plus dans une équipe en mode projet de développement. Je peux quand même témoigner du fait que les clients, et c'est normal, ont quand même dû complètement revoir la façon dont ils travaillaient. Et évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'ils ont pu faire ça facilement, d'où les créations de rôles de coach agile, des entreprises qui font du conseil, des Scrum Masters qui ont acquis une expérience qui peuvent la partager auprès des clients. Et la façon de travailler de ce point de vue-là aussi a beaucoup changé. Des modes de travail orientés conseil sont beaucoup plus en avant aujourd'hui que quand c'était du cycle en V, puisque le cycle en V, quelque part, on prenait des architectes et on faisait ce cahier des charges gigantesque avec des urbanistes, des architectes, de la maîtrise d'ouvrage, tous les termes issus du BTP, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment des rôles qui ont changé et où on demande aux gens de travailler différemment. Alors, on sent bien que vous pourriez parler d'agilité pendant des heures, on se fera peut-être plus l'objet d'une prochaine émission, mais cette agilité, ça nous amène au contact avec le client et à la manière dont on travaillait avec le client physiquement. Noël. Aujourd'hui, il y a deux façons principalement d'être en relation avec un client. C'est lié à la façon dont on est contractuellement lié. C'est en gros soit en régie, soit au forfait. En régie, c'est plutôt du long cours et on est dans les locaux du client, on est au sein de l'entreprise, éventuellement dans des bâtiments qui concernent plus des équipes d'informatique, un peu plus loin du métier, mais parfois chez les clients qui ont leurs équipes réunies dans le même bâtiment, on peut être directement en contact du coup des équipes métiers. Ou alors on peut être au forfait, c'est-à-dire sur une base contractuelle un peu plus rigide, avec un projet particulier, un cahier des charges, des phases assez ciblées. Et là, par contre, il n'y a pas d'obligation. On peut être au forfait soit chez le client, soit sur le site de sa société de service. Et parfois, du coup, on n'est pas amené à être au contact direct du client, ou en tout cas moins souvent. Dans les deux cas, la relation avec le client, elle se joue sur la présence physique. Aujourd'hui, il y a quand même un gros changement dans la façon de travailler. C'est l'outsourcing, le fait de travailler avec des gens à l'étranger. On pourra aborder ce sujet-là. Et puis, il y a aussi l'autre aspect qui va être intéressant dans les modes de projet, c'est que les clients attendent en fait des prestataires qui amènent des nouvelles compétences très régulièrement, et donc il y a du turnover dans les missions. Et je pense que Colline pourra témoigner aussi du fait qu'il y a du turnover aussi dans les entreprises. Alors tout à fait, donc pour répondre à Noël donc, sur cette notion de turnover, en 2015, dans les SS2I, donc les sociétés de services en ingénierie informatique, on avait donc 24% de turnover, donc selon la source APEC, donc qui est l'association donc, de travail pour les cadres, donc tout métier confondu, mais là c'était vraiment une étude sur les SS2I et le marché de l'informatique. Alors quand tu parles de turnover, tu parles de quoi exactement ? Alors oui, donc le turnover en fait c'est le nombre de départs, soit de démissions ou de ruptures conventionnelles qu'on a au sein des SS2I. Donc c'est les salariés et les informaticiens eux-mêmes qui choisissent de quitter leur société. Donc on remarque que finalement, annuellement, il y a presque un quart des informaticiens qui quittent leur entreprise chaque année. Alors du coup, comment les deux SS2I et les autres entreprises ont fait pour faire évoluer ce chiffre ? Dans le bon ou le mauvais sens ? Dans le bon sens. Aujourd'hui, je dirais que les SS2I ne sont pas le meilleur exemple à donner, puisque ce chiffre n'a fait que d'augmenter. Et là encore c'est une moyenne, puisque les grandes SS2I, le turnover est beaucoup plus élevé. Donc sur certaines, on va frôler les 35 à 40% annuels. Est-ce que tu as le chiffre pour les DSI ? Je te coupe, excuse-moi. Non, par contre, j'ai pas regardé. Mais ça peut être un chiffre à amener pour la prochaine fois. Je te laisse reprendre.
Mais c'est vrai que tout ce turnover, et notamment, je vais pas prendre les exemples des SS2I, mais plutôt prendre les exemples des clients finaux, ou notamment comme on va en parler après, du groupe GAFAM, donc tout ce qui est Google, Amazon, Facebook, on peut avoir Twitter également, donc qui sont les grands acteurs du numérique et qui ont impulsé aussi des changements au niveau du management. Moi, je vais plutôt parler donc, de cette révolution du management qui a amené à faire évoluer les espaces de travail, les méthodes de travail aussi, la façon dont les entreprises se sont axées sur les salariés et sur ce bien-être au travail qui a permis dans tous les secteurs de baisser le turnover. Hein. Parce que nous, on est un petit peu un secteur particulier sur cette partie-là. Alors Colline, fais-toi plaisir, parle-nous de l'évolution du management depuis les 30 dernières années. Tout à fait, allons-y. Donc justement pour expliquer comment le management a évolué et comment justement ce que je disais tout à l'heure ça a permis de baisser le turnover et d'améliorer aussi le bien-être des collaborateurs et ce qui a finalement transformé complètement l'espace de travail notamment des informaticiens. Aujourd'hui, on a connu, je remonte très très loin, il y a une quarantaine d'années, dans les années 70-80, on avait un management qui était très directif. Donc pour vous le définir, donc c'était la carotte et le bâton ou le management par la terreur, où il y avait énormément de pression. On était plutôt à cette époque-là sur des bureaux individuels, donc assez fermés. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas forcément très bien. Sur le court terme, il pouvait y avoir des résultats, mais à moyen long terme, c'était des méthodes de management et d'organisation qui ne fonctionnaient pas. Donc finalement, petit à petit, on a vu des évolutions de management. Noël veut intervenir. C'était juste pour préciser que ça correspond du point de vue des développeurs à peu près à l'époque où il y a eu une espèce de reprise de la méthode scientifique du travail avec le fait de chiffrer le travail des développeurs à la ligne de code. Hein. Donc effectivement, le mode de management a évolué. C'est Sonar qui donnait ta fiche de paye. Bref, Colline continue. Et donc justement donc sur Noël est très bien intervenu donc justement sur ce management de la terreur et notamment avec beaucoup de contrôle. Finalement ils se sont rendus compte qu'il fallait évoluer donc on est allé petit à petit vers notamment les open space, le travail collectif avec toujours quand même un management directif mais il y a eu déjà une évolution des environnements de travail où il y avait l'apparition donc justement des open space, des travaux en groupe excusez-moi. Et finalement, on est petit à petit arrivé au management participatif qu'on connaît aujourd'hui, où on a redonné les clés d'abord aux managers pour pouvoir organiser leurs équipes, pour pouvoir justement faire vivre leur métier, leur travail, notamment l'apparition du cycle en V d'abord, puis ensuite la méthode agile. Et aujourd'hui, on voit une complète transformation du management puisqu'on est arrivé sur tous les principes de libération d'entreprise, de bonheur au travail, où aujourd'hui l'espace de travail s'est encore transformé, puisqu'on arrive plus sur des open space, même s'il y en a encore, mais sur des espaces de coworking internes aux entreprises. Vous allez avoir un canapé, une table basse, des fauteuils, vous pouvez venir vous installer avec votre PC pour travailler, pour justement avoir cette créativité, cette autonomie. Alors du coup, il y a d'autres exemples de bien-être au travail en dehors de ces espaces de smart office. Noël. Alors, je voudrais rebondir d'abord sur ce qu'a dit Colline, en donnant le parallèle vraiment encore une fois du point de vue développeur. En parallèle de ce qui a vécu le management, les développeurs récemment connaissent un peu le même mouvement avec la transition de voir le développeur comme étant purement un ingénieur au sens où tout est prévisible et on sait tout calculer à l'avance et de remettre un peu le curseur entre l'ingénieur et l'artisan où il faut s'adapter à ce qu'on est en train de faire du sur-mesure pour les clients. Et du coup, ça implique une façon de travailler et une approche de son propre travail en tant que développeur qui est beaucoup plus humaine, en fait. Encore une fois, c'est la méthode scientifique du travail, poussée à son extrême, on sait ce que ça donne, hein, ça marche pas. Et quand on la ramène un peu plus près, à mi-chemin avec le côté plus humain, ça marche beaucoup mieux. Alors, l'humain et le bonheur au travail. Tout à fait. Je vais rebondir parce que Noël fait une très belle transition. Donc, comme il a dit, la partie industrielle du travail qu'on appelle taylorisme sur la partie management, avec les temps modernes, par exemple, de Charlie Chaplin, où c'était en effet les années 50. Ça a évolué depuis et c'est vrai, comme l'a dit Noël, aujourd'hui on est vraiment à redonner les clés, et notamment sur cette partie libération d'entreprise, où c'est les salariés
eux-mêmes, les ingénieurs eux-mêmes qui conçoivent leurs idées, puisque c'est eux qui sont les plus à même de concevoir les meilleures solutions. Ça vient notamment donc, de tout ce qui est Lean Management, qui a été, comme je disais, créé par des Japonais sur les usines Toyota, où finalement ils se sont rendus compte que les ingénieurs qui créaient les solutions n'avaient jamais les bonnes solutions, et que finalement les meilleures solutions ont été trouvées par les personnes qui travaillaient sur les chaînes de commande, puisqu'ils étaient confrontés finalement eux-mêmes aux problématiques. Donc c'était eux-mêmes qui étaient les mieux pour trouver les mieux à même de trouver les Donc solutions. pour résumer, le lean management, c'est le C'est pouvoir au peuple. C'est l'amélioration continue par les opérateurs eux-mêmes. D'accord. Donc c'est ça, et c'est aujourd'hui, ça rejoint justement Noël. Si on parle de Lean et tu parles de Toyota, du coup on peut citer un livre, ça sera intéressant pour ceux qui veulent se renseigner plus, c'est un livre vraiment super intéressant par celui qui a conçu le toyotisme, qui s'appelle Taichi Ohno, et qui a écrit donc le Toyota Production System. Je remercie mon gourou agiliste qui me l'avait conseillé, c'est vraiment un très très bon livre. Colline. Tout à fait. Et pour revenir donc sur cette partie libération d'entreprise, je pense que vous en avez entendu parler, pareil pour les personnes qui vont écouter le podcast. Donc c'est quelque chose qui est arrivé très récemment en France, mais qui existe depuis les années 80, puisque ça a été finalement mis en place de manière isolée par des entreprises en France, donc généralement sur des entreprises qui allaient mal dans les années 80. L'exemple le plus prenant, c'est Favi, qui est dans le nord de la France et qui a été la première société à vraiment mettre en place la libération d'entreprise. Et depuis, on a un grand auteur donc, qui s'appelle Isaac Getz, qui a écrit justement le livre Liberté et compagnie, et qui a été étudié toutes les entreprises qui s'étaient libérées avant que finalement lui crée le contexte de libération d'entreprise. Et depuis aujourd'hui, on a d'ailleurs sur Nantes deux beaux fleurons de la libération d'entreprise, puisqu'on va avoir IMA Technologies, qui est une société de téléassistance qui est installée sur Saint-Herblain et qui est une très belle réussite de libération. Et sinon, on va avoir Chronoflex, qui est situé dans la plomberie. Donc deux univers complètement différents et qui ont choisi de libérer leurs entreprises. Et en fait, la libération, donc, c'est redonner les clés aux salariés et leur permettre justement de s'autogérer. C'est en lien avec le Lean Management, et que ce soit eux-mêmes qui puissent permettre d'améliorer la productivité de l'entreprise, d'améliorer les stratégies et de pouvoir finalement amener aussi leur regard de salariés dans de nouvelles solutions. Donc on a notamment plus de management et il y a la partie bien-être au travail qui est extrêmement importante. Oui. Là encore, les gourous agilistes que j'ai pu rencontrer sont très friands de ce genre d'organisation du travail, de l'auto-organisation du travail, parce qu'on est quand même ingénieur, quand on travaille dans l'informatique, souvent avec de l'expérience, et une part de créativité, il y a une part de scientifique dans ce qu'on fait, et parfois on se sent sous-exploité quand on est dans un cadre, un carcan assez rigide. Alors du coup, Colline, tu parlais de bien-être au travail. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Comment tu mets ces méthodes en place? Alors tout à fait, donc sur tout ce qui est bien-être au travail, donc ça parle, je vais retourner sur l'espace de travail justement qu'on avait le sujet sur lequel on intervenait. Aujourd'hui, sur les espaces de travail ont évolué sur ce bonheur au travail, donc où les entreprises ont mis en place énormément d'espaces, donc que ce soit des cuisines aménagées, avec des belles cafétérias pour permettre justement aux collaborateurs de manger dans des conditions plus que décentes dans leur entreprise, d'avoir également des salles de sport internes aux sociétés, des coachs sportifs également qui vont être, ça arrive de plus en plus sur Nantes, qui vont être privatisés 1 heure ou 2 heures par semaine pour les salariés. Je peux témoigner, faire du ping-pong le midi 2 fois par semaine de manière assez intensive avec des collègues, c'est le meilleur moyen de se sentir d'attaque l'après-midi pour aller bosser, quoi. Et on a aussi des salles de sieste qui ont été mises en place dans les sociétés. Et puis sinon, quelque chose qui est assez démocratisé aujourd'hui, donc les salles de pause avec des baby-foot, des billards, des tables de ping-pong, des jeux de fléchettes, des consoles de jeux vidéo. Donc ça, c'est vrai que c'est très présent dans le secteur de l'informatique. Et là, ce qui vient tout juste d'arriver, puisque ça a apparu
à peu près 1 an en France, c'est les services de conciergerie pour les entreprises. Donc il y a notamment Airbnb qui a créé une filiale de conciergerie où ils installent en fait des casiers dans les entreprises, donc avec une quinzaine, une vingtaine de casiers. Vous pouvez en tant que salarié télécharger l'application, par exemple mettre votre costume et le système de conciergerie vient le chercher, l'emmène au pressing et merci Noël, et vous recevez un SMS quand votre costume est de retour dans le casier, vous avez juste à revenir le chercher, c'est payé par l'entreprise. Ça pour les commerciaux c'est quand même bien pratique parce qu'ils en consomment des costumes. On peut aussi donner les exemples peut-être des garderies d'entreprise. Tout à fait, les crèches d'entreprise, ça reste... c'est difficile à mettre en place. C'est difficile à mettre en place, ça existe un petit peu sur Paris, sur Nantes, je sais même pas si y en a. Peut-être les très grosses entreprises, mais c'est compliqué parce que ça implique vraiment de salarier plusieurs personnes. Oui. Mais il faudrait que ça se développe, c'est très développé aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France, ça a encore un petit peu de difficulté à s'implanter. Si on parle de liberté au travail et d'enfants, il y a une partie qui est assez importante dans l'aspect liberté au travail et qui est en train d'arriver aussi un peu par les États-Unis et par d'autres pays, je pense notamment à Israël, c'est le fait de pouvoir, quand il y a une raison ou même de manière ponctuelle ou régulière, emmener un enfant en bas âge au travail. Une mère qui travaille n'a pas forcément à faire garder son enfant si en plus ça l'empêche pas de travailler, d'avoir son enfant à côté en fait. Quand je dis enfant, je parle d'un bébé bien sûr. Donc là, on parle vraiment de l'explosion de la liberté au travail. Est-ce qu'il n'y a pas des fois trop de liberté au travail? Est-ce qu'on a des contre-exemples? Alors, en contre-exemple de la libération au travail, on va dire dans les excès, personnellement, j'en vois, parce que tout le monde n'a pas forcément atteint le stade de maturité pour la libération du travail. Déjà, la libération, quand on lit le livre d'Isaac Getz, c'est un processus qui implique d'abord d'être fait du haut vers le bas. Il faut qu'il y ait quelqu'un en haut qui décide d'abandonner du pouvoir pour en donner en dessous. Et là où je suis complètement d'accord, c'est sur la partie quelque part autogestion, où les gens vont décider du coup qui est la bonne personne pour prendre les rênes d'un projet, d'un sujet, etc. Par contre, là on tombe parfois sur des personnes qui jouent des coudes, qui sont quand même, on va dire, individualistes ou avec les dents longues. La libéralisation du travail nuirait aux carriéristes. C'est ça, mais c'est aussi parce qu'ils du coup ils ne sont pas encore adaptés à ce mode de réflexion et de travail. C'est un premier contre-exemple. Et un deuxième contre-exemple que je vois, c'est même parmi les gens de bonne volonté, c'est d'éviter les abus, tout simplement. Quand on met à disposition des choses aux salariés, il peut y avoir des tendances à abuser. Je pense notamment par exemple au pistolet Nerf pour se tirer dessus. On avait appliqué une règle des plages horaires où on ne le fait pas, par exemple, parce qu'on s'était rendu compte que si on se sent libéré, parfois des gens qui sont vraiment en train de se concentrer pour faire un travail important se prennent une balle en pleine tête. Alors c'est le contre-coup de l'open space. Ça va avec le contre-coup de l'open space, mais qui est lié quand même aussi au fait d'avoir des pistolets Nerf. Même dans un open space sans pistolet Nerf, on se prend pas une balle en pleine tête. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que je vais rebondir déjà sur la première réflexion de Noël, donc sur éventuellement le mauvais côté de la libération d'entreprise, puisque aucun système n'est parfait. Tout peut être perfectible et surtout, il faut s'inspirer de ce qui est bien dans les systèmes et peut-être abandonner les choses qui peuvent être moins bien ou porter à confusion, puisque comme l'a dit Noël, une libération où il n'y a plus de managers, qu'il n'y a que des facilitateurs, ça peut aussi créer ça peut faciliter et faire découvrir des carriéristes. Après, c'est un mouvement qui est malgré tout récent, donc forcément une phase d'adaptation, une phase d'apprentissage. Tout à fait, mais après, c'est pas un modèle mature. Si tu l'appliques complètement, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de la part de l'entreprise pour quand même toujours continuer à avoir un suivi de ses salariés puisqu'ils fonctionnent en équipe. Donc tu vas avoir des leaders qui vont eux-mêmes sortir du lot. Et il faut faire attention que ça soit pas un petit despote ou un mini Hitler qui soit le leader de l'équipe. Point Godwin, bravo Point Godwin pour Colline.
Continuez. Non, mais c'est un des défauts qui peut exister pour la libération et sur sur le point sur lequel il faut faire attention. Et après, tout le monde n'est pas fait et tous les salariés ne sont pas faits non plus pour ce système. Certains ont besoin de cadre, certains ont besoin de contrôle. Et c'est une question de tempérament. Et on reprend finalement, quand on parlait de recrutement, on parlait au début de la manière dont les sociétés vont chercher des profils, du turnover, etc. On sent bien qu'une entreprise libérée aura naturellement moins de turnover, mais elle aura aussi, du coup, elle fera beaucoup plus attention à qui elle recrute, parce qu'il faut trouver les bons tempéraments, les bonnes personnes qui s'adaptent à cette philosophie d'entreprise. Tout à fait. Et donc là, je vais rebondir maintenant sur la deuxième réflexion de Noël. Sur Noël, en effet, a trouvé le très bon exemple avec les pistolets Nerf. C'est hyper important d'avoir un bien-être au travail pour ses collaborateurs, mais l'entreprise n'est toutefois pas une cour de récré. Il y a en effet des personnes qui ont besoin de se concentrer, d'où le fait d'avoir créé ces espaces de coworking dont je parlais tout à l'heure. Si les personnes veulent s'isoler, elles le peuvent. Elles peuvent sortir de l'open space, elles peuvent aller s'installer sur ce canapé. Si ils veulent aller faire une pause et jouer au nerf, ils vont dans la salle de pause. Donc c'est important de s'amuser, c'est important de décompresser, mais il faut quand même toujours avoir un cadre. Ok, et alors en 2 minutes, comment est-ce qu'on peut voir l'environnement de travail de demain, à 10, 20 ans, Noël? Alors pour moi, il y a 2 aspects qui sont assez importants. Il y a la partie, on va dire, télétravail. On en parle beaucoup, il y a des entreprises qui l'ont testé, Yahoo l'a testé, ils sont revenus en arrière. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. En même temps, je suis pas sûr que j'aimerais ça. Il y a une vraie question par rapport à ça. C'est quand même un mouvement en pleine expansion, enfin pas un mouvement, mais... C'est ça, mais il y a aussi un côté, ça délite le lien humain dont on parlait tout à l'heure pour l'agilité, le DevOps. Est-ce que c'est cohérent avec ce genre de changement ? Et puis il y a un deuxième aspect aussi, c'est une partie de la précarisation du travail, puisque aujourd'hui on entend beaucoup parler des IA notamment. Récemment, il y a une news qui est tombée qui disait qu'une IA est capable de créer une interface graphique à peu près à 80%, en apprenant, en regardant d'autres interfaces graphiques. Ensuite, on lui dit ce qu'on veut et à 80%, elle crée le code de l'interface graphique. Alors, on en est super loin, mais ça montre que même dans le domaine de l'informatique, il va y avoir ce qu'on appelle, c'est le gros mot ubérisation, mais ce travail d'automatisation. On retrouve cette peur-là dans le DevOps avec les opérationnels, justement, qui se demandent est-ce qu'on n'est pas en train de me sucrer mon travail ? Et autant je pense que la réponse est non, on n'est pas en train de nous sucrer notre travail, autant je pense que ce qu'on a dit tout au long, à savoir que notre travail va encore changer, ça c'est vrai. Une vision plus optimiste peut-être, Covid. Oui, Noël en fait a bien traduit les évolutions qui sont déjà en marche, donc notamment avec cette ubérisation et avec l'avènement des freelances, notamment dans l'informatique, et d'intervenir finalement au service d'entreprises sur des petites missions. Mais en effet, comme a dit Noël, c'est aussi une précarisation. Le télétravail aussi qui se développe. Après, en notion justement plus positive, la libéralisation de l'entreprise, même le lean management, montre que finalement le monde de l'entreprise change petit à petit et qu'aujourd'hui il faut apporter une valeur ajoutée en tant qu'opérationnel dans le métier pour pouvoir être meilleur que les intelligences artificielles. Je ne sais pas si tu as fait un lapsus volontaire en disant libéralisation, mais le principe normalement des libéraux, historiquement de la philosophie libérale, c'est la notion de responsabilité. Et je pense que du coup, ce qui est important, c'est de vraiment dire que dans tous les cas, on a une responsabilité vis-à-vis de ça, nous en tant qu'informaticiens. Ça me paraît être le point clé, aussi bien sur l'agilité, le DevOps, la façon dont on travaille, la liberté en entreprise, etc. On est responsable dans notre travail. Et quelque part, finalement, ton lapsus sur le côté libéral, il n'est pas si mal que ça. Voilà, ne tombons pas dans l'ultralibéralisme, comme ça on aura fait tous les dérivés du mot libéral. Alors résumons-nous. Qui impose ces changements ? Déjà, on se les impose à nous-mêmes. C'est le principe du craftsmanship, c'est le principe de ce que je disais, la responsabilité. On est nous-mêmes moteurs du changement. Le DevOps, il n'est pas arrivé parce que les entreprises ont décidé que c'était mieux pour les salariés de travailler comme ça. C'est parce que les salariés ont dit
nous, on pense que c'est mieux de travailler comme ça. Les bonnes pratiques, ça arrive de cette manière-là. Colline, t'es d'accord avec ça? Alors oui, en partie donc sur les opérationnels. Après, on a aujourd'hui des grands groupes, et notamment j'ai parlé tout à l'heure de GAFAM, donc qui sont les groupes américains. Donc on va avoir Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, entre autres, puisqu'on va retrouver en plus Twitter et YouTube, qui sont des grands acteurs également du numérique. Et c'est vrai que c'est surtout les acteurs de l'informatique qui ont fait bouger ces pratiques de changement, puisque notamment si on prend l'exemple de Google, où ils ont quand même cherché à améliorer le bien-être des collaborateurs, à mettre au service des salariés un certain nombre d'infrastructures, des fois à l'outrance, mais c'est vrai que les changements sont en grande partie des États-Unis, et notamment de la Silicon Valley. Alors, je rebondis sur ça. Le changement dans ces entreprises est venu des gens à l'intérieur de l'entreprise. Alors, certaines se sont construites directement, je pense notamment à Google, quand ils ont ce qu'on appelle la disruption, c'est le terme anglo-saxon qu'on réutilise en français, mais la disruption qui est arrivée par ces entreprises, elle est venue aussi par des individus, ce qu'on appelle c'est des leaders d'opinion, c'est des leaders de changement, justement. Et du coup, ça reste quand même, à mon sens, des gens qui ont décidé de changer la manière dont ils travaillaient et qui ont quelque part évangélisé autour d'eux pour faire que ce changement se propage et qui ont réussi à convaincre. D'ailleurs, on dit Google, mais je pense qu'il faudrait dire Alphabet maintenant, et dire AFAM, je ne sais pas. Mais, Bref, deuxième question, pourquoi les entreprises embrayent sur ces changements? Colline. Alors oui, donc les entreprises embrayent sur ces changements. Donc moi j'étais plus partie sur la partie en fait RH et recrutement dans ma vision, donc de la façon dont j'allais répondre à cette question. C'est pas cool, c'est pas un problème. Très bien. Justement, les entreprises, une partie des entreprises vont le faire, notamment dans le secteur du numérique et des SS2I, vont le faire pour améliorer leur marque employeur. Donc pour la marque employeur, c'est la communication que les sociétés vont avoir à l'externe. Donc le site internet, le Facebook, le Twitter, tout ce qui va toucher finalement des informaticiens qui ne sont pas encore dans l'entreprise ou qui sont en partie à l'entreprise, mais là c'est plus de la communication interne, c'est différent. Et c'est vrai que la marque employeur, c'est important quand on veut recruter. Et beaucoup de sociétés vont, par exemple, faire une salle de pause avec un baby-foot, le prendre en photo, le mettre sur Twitter, Facebook, leur site internet, et vont dire regardez, nous, on est super fun, on est super sympa, on a un baby-foot, venez chez nous. C'est donc totalement hypocrite. Une vision peut-être moins RH, Noël? Alors, de mon point de vue, c'est important quand même. Il faut voir que quelque part, il n'y a pas que les sociétés qui font ça. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur et le bureau des élèves, quand il fait son fascicule pour recruter les futures premières années, il fait son fascicule en général exactement sur les mêmes critères. C'est de la communication, c'est pas une invention des entreprises toutes seules. Et ça marche bien parce qu'il faut quand même donner envie aux gens de venir au moins passer l'entretien, c'est important. Moi, après, je regarde aussi d'autres critères. Il n'y a pas que le baby-foot. Là, on fait un podcast de veille technologique. Alors, veille technologique au sens très large, mais la capacité d'une entreprise à communiquer sur sa compétence technique et les gens qui l'apportent, c'est important. Et quelque part, on est aussi, quand on est informaticien, en recherche de mentorat, en recherche de gens qui vont pouvoir nous apprendre des choses. Autour d'un baby-foot, c'est encore mieux, mais voilà, ça marche ensemble, je trouve. Tout à fait. Après, il ne faut pas que ce soit, comme l'a dit Sébastien, de l'hypocrisie et qu'il n'y ait vraiment qu'un baby-foot et aucune volonté de la direction de vraiment améliorer le bien-être des collaborateurs. Ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de sociétés. Mais par contre, on a quand même des points très positifs où il y a des sociétés qui veulent justement vraiment améliorer le bien-être de leurs collaborateurs et qui créent de vraies actions de fond, que ce soit sur la partie RH, que ce soit sur l'organisation du travail. Par exemple, le télétravail, comme on disait, pour les jeunes parents ou les parents tout court qui vont avoir besoin de jours de télétravail, par exemple le mercredi ou le vendredi, pour s'occuper plus de leurs enfants. Ça, c'est une vraie organisation qui est créée par des entreprises avec vraiment, finalement, l'envie de faire plaisir à leurs collaborateurs et d'améliorer la vie de leurs salariés.
Pourquoi certaines entreprises n'embrayent pas sur ces changements, Noël? Alors, sur le point précédent, on l'a sous-entendu, mais on l'a peut-être pas dit explicitement. Il y a quand même l'argent, hein, on a oublié de dire, hein, les entreprises font ça pour l'argent, étonnamment. Et parfois, elles ne le font pas pour l'argent aussi. C'est-à-dire que toutes les entreprises n'ont pas forcément vocation à prendre la même stratégie. Donc je pense qu'il y en a qui ne le font pas parce qu'ils font le calcul que ça ne leur rapportera pas assez Le d'argent. ratio risque-bénéfice est trop faible. C'est ça. Mais ça nécessite des engagements financiers d'adopter ce genre d'attitude de la part d'une entreprise. Tout à fait, donc ça c'était le deuxième point que je voulais développer. Le premier point, donc là ça va vraiment toujours être de mon point de vue de RH, ça dépend en fait de vouloir embrayer ces changements de bien-être au travail et notamment de tout ce qu'on a développé avec la libération de l'entreprise, la modification des espaces de travail. Ça dépend aussi de la population qu'on a dans ces salariés. Vous allez prendre des personnes qui ont entre 45 et 50 ans, elles n'ont pas envie forcément d'avoir un billard, un baby-foot, elles n'ont pas forcément envie d'avoir des espaces de coworking. Donc tout dépend finalement des postes qu'on a en interne, du niveau diplôme, du niveau de responsabilité, de la catégorie socio-professionnelle et de l'âge surtout. Par contre, nous dans l'informatique, comme on a beaucoup de 25-35 ans, là ça va être des personnes qui ont envie de s'engager dans les entreprises, qui ont envie de salles de pause, qui ont envie de moments de décompresser et surtout qui ont envie que la société leur permette de s'investir dans l'entreprise et de faire des choses. Et qu'ils sentent aussi que l'entreprise fait des choses pour eux. Donc ça c'est ce qui va aussi donner envie aux entreprises d'embrayer ce changement. Alors tu parlais des tranches d'âge, alors j'ai peut-être un peu j'ai moins d'informations là-dessus, mais j'ai l'impression, c'est peut-être faux, qu'il y a une plus grande porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle quand on est un peu plus jeune, et qu'au fur et à mesure, il y a quand même un mur qui se construit entre la vie personnelle et professionnelle par le fait d'avoir des enfants, plus de responsabilités, et peut-être aussi un peu moins la patience, un peu moins la niaque, ou au contraire, finalement, c'est d'autres projets qui prennent le pas. Les gens ont la niaque à 50 ans, mais juste pas pour les mêmes choses, et du coup, forcément, en informatique, quelqu'un qui aujourd'hui a 50 ans a peut-être pas les mêmes goûts que quelqu'un qui fait « Ouhou, moi je fais du Node.js et je construis des choses avec une imprimante 3D ». Ce qui veut pas dire que personne ne le fera, mais c'est peut-être des intérêts différents qui divergent. Mais tout à fait, exactement. Mais d'où cette notion d'âge où en effet, on va pas voir beaucoup de personnes de 50 et 55 ans jouer à se tirer dessus avec des nerfs. Je pense que ça existe, je suis sûre. C'est parce que tu n'es pas en open space. Il y a moins de personnes de 50 et 55 ans sur, par exemple, les centres de services en SS2I. Noël, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'évolution de l'environnement de travail, je parle? Si je pouvais d'un claquement de doigts changer ce que je veux... Non, j'ai dit une baguette magique. Bon, avec une baguette magique alors. Si je pouvais changer ce que je veux là tout de suite, je pense que ce serait le fait que l'informatique ne soit plus vue comme un centre de coûts, mais qu'on puisse réellement être responsabilisé par rapport au projet du point de vue aussi du budget et de l'argent. Notamment dans le cadre du management, on parlait de la liberté en entreprise, de pouvoir dire que mon manager a la capacité de me dire oui quand j'ai besoin de quelque chose, chez le client ou en SS2I, mais surtout chez le client, dire j'ai besoin de ça et de ne pas être obligé de passer par des process très compliqués pour l'obtenir. Une grosse baguette magique. Et toi, Colis, si tu avais un poney magique, qu'est-ce que tu changerais? Moi, je pense que ce que je changerais est presque impossible à changer. Là, c'est vraiment lié au milieu de l'informatique. C'est que, à l'image de ce que nous, on a voulu faire dans l'entreprise et ce qu'on fait aujourd'hui, d'avoir justement cette approche de bien-être au travail, de faciliter justement le fait d'être présent que sur Nantes et de vous trouver des bons clients, des belles missions, ce qu'on essaye de faire tous les jours et ce que j'essaye de faire tous les jours. J'aimerais que le secteur de l'informatique et notamment les SS2I ait un blason qui soit plus beau que le terme marchand de viande et boucher, mais je pense que ça c'est quasiment impossible à demander. Créer un label rouge, enfin pas un label rouge, mais... On va tous être déguisés en poulet au Deathfest. Non, mais je voulais pas dire label rouge. Créer une AOC des SS2I. Nous, on fait des bons prestataires.
des prestataires élevés au chouchen. Très bien. On va conclure, Noël, en une phrase de moins de 100 mots. Qu'est-ce que tu retiens de l'évolution des environnements de travail? Je trouve que la façon de travailler et les environnements de travail ont vraiment radicalement changé, aussi bien sur le plan des outils, du matériel, l'accès au cloud, la nécessité d'être connecté à Internet, que sur le plan humain. Et je trouve que c'est bien, ça va dans le bon sens, tout n'est pas parfait et que ça va continuer à changer. Colline? Alors pour pas faire de redite par rapport à Noël, je suis d'accord avec lui sur la partie l'avènement d'Internet, mais on a pu voir sur justement le critère humain, depuis le taylorisme, qu'on a finalement les salariés eux-mêmes et les opérationnels qui ont repris le pouvoir et qui amènent petit à petit justement leurs idées, et ce qui fait changer justement les pratiques de management et l'organisation du travail. C'était donc les voix de la veille consacrées aujourd'hui à l'évolution des environnements de travail. Nous remercions Noël. Merci à toi. Colline. Merci Sébastien. Valorian, notre producteur. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, SoundCloud en bon français, et peut-être iTunes si tout se passe bien. Le prochain sujet, ce sera vraiment les agrégateurs de comptes bancaires cette fois. Pas dans une semaine. Hein, pas dans une semaine, pour le mois de juin, courant juin, le 30 juin si tout se passe bien. Et en attendant, restez éveillés! Ba ba ba, mon copain ba ba. Ba 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 ba.